Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire 4D21 LTS. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui avec nous. Et si vous êtes là, c'est sans doute parce que vous réfléchissez à votre prochaine étape avec 4D, soit que ce soit autour de l'IA, du web, des performances ou de la conformité ou simplement de rester compétitif dans le marché, dans votre marché, bien sûr. Plutôt que de parcourir une longue liste de nouveautés, nous avons posé une question simple à chaque product owner dans nos équipes. La question est simple. Si vous deviez justifier cette mise à niveau auprès de vos équipes de développement, quelles fonctionnalités mettriez-vous en avant en priorité? La réponse était, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui avec nous, c'est cette sélection-là. C'est des fonctionnalités qui réduisent les frictions, modernisent vos applications sans réécrire ce qui fonctionne déjà et vous permettent et vous permettent aussi d'avancer plus vite et avec confiance. Voici ce que nous avons prévu. Nous allons explorer tout d'abord l'intégration de l'IA, la connectivité Quick, l'extension web avec 4D Codely Pro, un renforcement de l'intégrité des données grâce aux événements ORDA, une réutilisation plus intelligente des composants, la facturation électronique intégrée, ainsi que des améliorations de code qui ont un impact direct sur votre travail au quotidien. Au fil des démonstrations, utilisez la section Q&A. Dès qu'une question vous vient à l'esprit, nous répondrons après chaque démo. Et après certaines démos, vous verrez également de courts sondages et on vous remercie d'avance de répondre ou bien de prendre une minute pour y répondre. Cela nous aide à mieux comprendre votre position et à mieux soutenir votre feuille de route. Commençons maintenant et je passe la parole à Matthew pour notre première démo la plus attendue. La plus attendue, je ne sais pas. Bonjour à tous. C'est à mon tour de prendre la parole. Donc, on le sait bien, les utilisateurs de vos solutions 4D, eh bien, ils ont des attentes variées, mais certaines de ces attentes sont tout de même récurrentes. Par exemple, ne plus perdre de temps sur des tâches répétitives comme le tri, la saisie ou l'analyse manuelle de données non structurées. Ils rêvent d'un outil qui les aide réellement à décider et à agir plus vite. De votre côté, en tant que développeur ou éditeur de solutions 4D, votre défi, votre devoir, c'est de répondre à cette exigence de modernité. Vous savez que l'IA est désormais partout, mais vous cherchez comment l'intégrer de manière fluide et pertinente dans vos architectures actuelles. Chez 4D, nous sommes convaincus que la véritable valeur de l'IA ne réside pas seulement dans la conversation ou le chatbot qu'on voit un peu partout. Le vrai levier, c'est sa capacité à comprendre, à structurer, à traiter la donnée au cœur même de vos processus métiers. Avec 4D21 et 4D AI Kit, nous rendons cette technologie immédiatement exploitable. Vous avez les outils natifs pour injecter une intelligence concrète au plus profond de votre logique métier. Alors les bénéfices y sont très clairs. Pour vous, développeurs, vous transformez vos applications en systèmes capables d'analyser et d'agir, donc vous les valorisez. Pour vos utilisateurs, c'est un gain de confort et de productivité sans précédent, où l'application anticipe et simplifie leur travail au quotidien. Alors voyons tout de suite comment cela se traduit sur le terrain avec un exemple que j'ai voulu très pragmatique et je vais vous le chercher ici. Allons-y. Ces derniers mois, on vous a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, notamment avec 4D21, avec beaucoup de démonstrations, beaucoup de webinaires sur la recherche sémantique, sur le RAG, sur les interfaces conversationnelles, les vecteurs et les embeddings. Je vais aujourd'hui vous montrer un exemple très pragmatique dans lequel l'intelligence artificielle change radicalement la donne et vous permet réellement d'augmenter l'expérience de vos utilisateurs et leur productivité et leur confort quotidien au travail. On va prendre l'exemple d'une agence de voyage qui utilise donc notre application
Et cette agence de voyage, comme beaucoup d'agences de voyage, eh bien, elle reçoit énormément d'emails au quotidien. Et des emails de toutes sortes. On va imaginer que c'est une boîte mail générique dans laquelle l'agence est sollicitée pour des problèmes techniques IT, pour des suspicions de transactions frauduleuses sur un compte, pour des demandes de remboursement, des non-paiements de factures, etc., etc. Euh, Ces emails, l'agence doit les traiter rapidement et c'est problématique d'avoir quelqu'un qui va regarder cette boîte mail en permanence. Donc on va utiliser l'IA pour créer des tâches et on va ouvrir le formulaire de tâches qu'on va avoir ici à côté et on va utiliser l'IA pour analyser automatiquement le contenu de chaque email et créer une tâche pour la bonne personne dans la société. Ce qu'on va voir, c'est que en ouvrant ici notre Data Explorer, on a des départements, donc Sales, After Sales, Marketing, IT, HR, etc. On a des employés. Et puis, évidemment, par département, on va retrouver ici un manager par département. Voilà. Donc l'idée est simple. L'idée simple ici, c'est d'analyser ce mail et tout simplement d'en faire le résumé et de créer la bonne tâche à la bonne personne. Eh bien, on va essayer. On va utiliser ce petit bouton. Et on voit que cette tâche, ici, a été créée pour le département IT et assignée au manager de ce département, puisque ce mail est bien à destination, a priori, du département IT. Et quand je vais aller maintenant dans mon écran de tâches, je vais retrouver cette tâche ici. Et vous voyez, le mail a été résumé et l'action en fait à faire est de renouveler le certificat SSL pour l'agence de voyage avant son expiration, avec une due date, etc. Et on va pouvoir faire la même chose avec, par exemple, ici, Critical Booking System Down, cannot process reservation here. Eh bien, on va voir ce que l'IA va nous proposer. Encore une fois, ici, une tâche IT. Et elle est ici. Voilà, investiguer et résoudre le problème de l'API. On va traiter un autre genre de tâche, un non-paiement de la facture. Et on va... Voilà. Et cette fois-ci, c'est assigné au département finance. Voilà. Et on va bien sûr, comme ça, pouvoir... Là, on a un client mécontent. Probablement que ça va aller ici à la prévente. Ici, une question RH. Voilà. Et on va retrouver bien sûr toutes ces tâches ici. Donc vous voyez, on a ici un exemple très simple, très pragmatique, très terrain d'utilisation de l'IA pour améliorer le quotidien de vos utilisateurs. Ce sont des fonctions qui sont très simples à implémenter et à déployer. Et c'est encore plus simple avec KD21 et avec KD AI Kit. Et le meilleur de cette histoire, c'est que cette application que vous voyez sous vos yeux, et dont je viens de vous faire la démonstration, eh bien cette application, je ne l'ai pas développée. Cette application, elle a été développée entièrement avec de l'IA, avec VS Code et GitHub Copilot, grâce à l'extension 4D que nous proposons pour VS Code. Donc je vous inviterai très prochainement à un webinaire dédié où vous me verrez réaliser cette application entièrement, modèle de données, initialisation des données, algorithmie, formulaire, design, etc. Donc 4D21 vous apporte ça, vous apporte non seulement de l'IA dans vos applications, mais vous apporte de l'IA pour faire vos applications grâce à Visual Studio Code et grâce à l'extension 4D pour Visual Studio Code. Je vous remercie. Merci Mathieu pour cette démo-là. Et on va on va enchaîner, je pense, tout de suite sur la suivante, qui va
traiter un peu plus, encore un sujet d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci avec des vecteurs, puisque dans la démo précédente, on n'utilisait pas les vecteurs. Et donc, eh bien, pour cette seconde partie, je voudrais qu'on se mette de nouveau à la place de nos utilisateurs finaux. Parce que s'ils savent en général ce qu'ils cherchent, ils ne savent pas toujours quelles cases cocher dans leurs écrans de recherche à 20 ou 30 filtres. Et ils sont frustrés de ne rien trouver à cause d'une nuance que la base de données ne peut pas saisir. Alors, c'est notre défi quotidien. En tant que développeur 4D, nous aimons la donnée structurée, précise, typée, et le non structuré nous semble difficilement indexable et transposable dans une interface utilisateur. Et c'est précisément là que les vecteurs dans 4D changent la donne. Et l'idée ici n'est pas de créer un énième chatbot ou un système de RAG complexe, comme on a pu en voir lors de webinaires précédents. L'enjeu ici, c'est d'injecter de l'intelligence directement dans vos interfaces traditionnelles. Vos filtres métiers critiques, ceux qui exigent de la rigueur, une rigueur mathématique presque, eux, ils ne vont pas disparaître. Mais avec les vecteurs, vous décuplez les capacités de recherche et d'interprétation de vos écrans. Donc pour vous, en tant que développeur, vous allez le voir, c'est aussi simple qu'une requête Oranda. Et pour vos utilisateurs, l'application comprend enfin leur intention réelle, au-delà du simple mot-clé. C'est une expérience fluide et presque naturelle pour eux. Donc je vous propose de voir tout ça en vidéo. Alors, dans cette démonstration, je vais vous montrer, et j'espère vous convaincre, de l'efficacité de l'utilisation des vecteurs et des embeddings dans vos applications 4D. On se trouve dans une application à destination d'investisseurs en immobilier, de gros investisseurs, qui vont vouloir exprimer un mandat d'investissement, une stratégie d'investissement, et on va chercher en base de données des biens correspondants. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. On va commencer par aller dans les réglages. Vous voyez qu'on peut ici, dans une application 4D classique, je peux la passer en anglais, je peux la passer en français, ça vous connaissez évidemment. On va utiliser LM Studio à la fois pour la vectorisation et pour la partie chat. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il en retourne, même si on n'a pas vraiment de fonctionnalité de chat ici. On est sur un modèle plus de raisonnement qu'on va utiliser pour analyser le brief du client. Mais on y reviendra juste après. Vous pourrez utiliser une clé d'API si vous souhaitez chez vous, mais là, on va utiliser tout en local. Donc on va charger tout de suite LM Studio pour qu'on puisse confirmer que tout se passe bien en local. On va nettoyer les logs. Et vous voyez que le modèle d'embedding est déjà chargé. Je vais charger les données. C'est ce que vous pourrez faire avec la démo si vous le souhaitez. Et là, on charge 65 biens immobiliers et on a généré 65 vecteurs et vous voyez les logs ici. Donc ça vous montre que tout fonctionne en local, rien ne va dans le cloud. Et on va charger un brief client. Mon client souhaite investir dans un entrepôt logistique du dernier kilomètre et je vous passe la description. L'idée, c'est de recueillir le brief client, même s'il est déstructuré. On va pas passer trop de temps à cocher des cases, paramétrer des filtres. Ce qu'on veut, c'est faire une recherche rapide dans la base de données sur les descriptions des biens. On va pas tout de suite utiliser ces filtres-là et on va lancer l'analyse sémantique. Et là, on voit. Alors, il y a eu un petit aller-retour dans LM Studio qu'on n'a pas vu tellement c'était rapide. Et là, on voit que les biens immobiliers de ma base de données, donc j'en ai 65 qui ont été retournés, eh bien, ils sont triés par similarité. Donc, on est dans un genre de recherche sémantique. Lorsque je vais cliquer sur un bien immobilier, là, j'ai un modèle qui se charge dans LM Studio, donc ça va être un peu long pour la première étape. Voilà, le modèle est chargé et il va me répondre en faisant une analyse sémantique. Je vous explique le principe, c'est que bien qu'on ait trouvé un bien qui match à 91%, 92%, on va quand même comparer la description du bien immobilier avec le brief client, la thèse d'investissement, le mandat du client. Et là, le modèle en local me répond sur exactement ce qui correspond avec le mandat et ce qui ne correspond pas. Et il me répond bien sûr en français puisque j'ai paramétré mon interface en français. Et là, il me dit que
a priori c'est bon, mais l'absence d'accès multimodal rail route et la situation en zone aéroportuaire peut poser problème. Donc ça va m'aider à dialoguer avec mon client et ça va m'aider à répondre vraiment à son besoin. On peut regarder un autre point, donc on va avoir encore un nouveau log côté LM Studio, mais cette fois-ci ça va être plus rapide puisque le modèle est déjà chargé sur ma machine. Et voilà, j'ai ma réponse. Le bien est globalement éloigné du mandat en termes d'usage et d'accessibilité, bien que certains critères correspondent, etc., etc. Donc, en fait, cette façon de faire vous permet à la fois de chercher rapidement des biens qui correspondent, mais d'affiner par la suite avec cette fois-ci un modèle de raisonnement. Donc ça se fait en 2 étapes. Lorsque je lance mon analyse sémantique, là c'est une pure comparaison vectorielle, mais par la suite je fais un nouvel appel à un modèle d'IA pour comparer la thèse d'investissement et la description que j'ai ici. Alors, ce que je ne vous ai pas montré encore, c'est que la requête qui est lancée pour rechercher les biens immobiliers, elle est en fait très simple. C'est juste une requête ORDA dans laquelle j'ai donné un vecteur. Et ce qui est fascinant avec la façon dont 4D implémente tout ça, c'est que je vais pouvoir maintenant plutôt rechercher en Amérique du Nord, et puis on va chercher plutôt des biens industriels, on va demander un rendement minimum de 5%, et on va relancer l'analyse sémantique. Voilà. Donc j'ai moins de biens qui sont sortis, mais ils ont tous un rendement supérieur ou égal à 5%. Et vous voyez bien que ici, cette fois-ci, la requête a changé, mais on est toujours sur une seule requête ORDA qui inclut un vecteur et qui va également inclure des critères plus classiques comme la région, le type d'asset et le rendement. Voilà, donc ça c'est toute la puissance de la façon dont ça a été implémenté dans 4D. Vous pouvez en une seule requête mélanger une recherche vectorielle et des critères plus conventionnels. On va pouvoir sortir un autre exemple, donc cette fois-ci un immeuble de bureau haut de gamme en centre-ville avec un potentiel de restructuration. Et puis on va chercher ça plutôt en Amérique du Nord. Et là, on va sélectionner celui-ci. Et là, tout de suite, bien que la description soit en anglais, j'aurai une analyse sémantique en français. Voilà. Le bien se situe bien en centre-ville, ce qui correspond à la demande, etc. Mais j'ai surtout ce qui ne correspond pas. Voilà. Donc, je vais conclure. Je trouve ce genre de fonctionnalité extrêmement efficace. On peut revenir ici à l'écran d'accueil. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres d'utilisation des vecteurs et des modèles d'intelligence artificielle dans vos applications. Là, on est au-delà de la recherche sémantique. On fait une première recherche sémantique pour rapidement chercher des résultats en base de données, même à partir d'un brief très déstructuré, mais qu'on peut agrémenter de critères plus précis. C'est vraiment très efficace et on peut compléter les résultats obtenus. On va pouvoir les analyser pour conseiller, challenger les résultats qui ont été obtenus. C'est très efficace. Ce sont vraiment des fonctionnalités novatrices qui plairont beaucoup à vos utilisateurs finaux. Merci, Mathieu. Maintenant, vous devrez voir apparaître un court sondage à l'écran. Alors, la question, c'est est-ce que l'IA devient-elle une exigence concurrentielle dans votre marché? Et à quelle échéance selon vous? On va pouvoir peut-être passer OK. aux Nous allons, oui, questions-réponses. une pause sur les questions. Eh bien, on a une première question. Donc là, c'est le moment questions-réponses sur l'IA. Bien sûr, vous pourrez continuer de poser vos questions. On va faire une session de questions-réponses après chaque démo aujourd'hui. Donc, première question. Si mon client écrit en anglais et que mon service IT doit le recevoir en français ou une autre langue, est-ce possible? Oui, c'est possible, bien entendu. Ça ne vous demande même à vous, concrètement, il n'y a rien à coder en plus. Il suffit juste d'indiquer à votre modèle qu'il doit répondre en français ou dans la langue que vous souhaitez. Là, dans la seconde démo, par exemple, je demande au modèle de répondre dans la langue que l'utilisateur a sélectionnée dans son interface utilisateur. C'est vraiment simplissime.
Deuxième question, pour l'application IA sur les mails, donc la première qu'on vous a montrée, je suppose que 4D NetKit est utilisé. Alors, en l'occurrence, non. Je n'ai pas utilisé 4D NetKit tout simplement parce que pour les besoins de la démo, euh, c'est une pure table de mail standard. En fait, ce sont des faux mails que vous voyez, mais vous en verrez tout le détail dans le webinaire que je donnerai. On vous donnera les dates tout à l'heure. En fait, c'est que l'entièreté de cette appli est construite avec de l'intelligence artificielle, en fait. Donc voilà. Et j'ai fait le choix pour cette démo, pour aller vite, de ne pas m'embêter à me connecter à un vrai serveur de mail. C'est toujours un peu compliqué d'obtenir les credentials, les tokens, etc. Alors, autre question, d'où sort le modèle d'IA? Le modèle d'IA, il peut sortir de Hugging Face, de Ollama, de LM Studio. Vous avez comment dire, tous les outils pour les télécharger. Notamment LM Studio est très bien pour ça. Vous avez un petit moteur de recherche qui vous permet de chercher le modèle qui vous convient le mieux. Il y a des modèles pour vectoriser, il y a des modèles pour reconnaître les images, il y a des modèles pour la conversation, il y a des modèles pour tout. Euh, voilà, il y a des modèles multimodaux aussi. Donc voilà, ils sortent de là. Essentiellement, on a sur le forum de longues conversations qui traitent de ce sujet-là, notamment Yakesuke qui a fait un travail admirable. Je vous recommande d'aller aussi lire toute la prose qu'il a pu partager avec nous sur son analyse des différents modèles et des différents moteurs d'inférence. Euh, euh, peut, alors, peut-on vraiment faire son appli Elia sur le même serveur? Je ne comprends pas bien la question. Ne peut-on vraiment pas faire son appli Elia sur le même serveur hébergé? Ah, genre, je suppose que si la question c'est euh, est-il pertinent d'héberger à la fois son appli 4D et son moteur d'inférence plus le modèle sur la même machine, alors pour des petites choses, ça va passer. Si vous sollicitez pas trop le modèle, si vous faites un usage intensif d'un modèle de raisonnement, d'un modèle de chat sur le même serveur, à moins que ce soit un sacré serveur, ça risque de tousser un peu. Ça demande quand même beaucoup de perf. Là, on le voit dans ma deuxième démo. C'est vraiment pas grand-chose que je lui demande de faire. Bon, c'est sur ma machine, hein, c'est sur mon laptop tout bête, donc c'est juste un M1 Pro, donc il n'est pas de toute première jeunesse. Mais on sent que comme je suis en local, il y a un petit temps. Euh, voilà, vraiment, c'est à vous de tester. Je pense que c'est pas forcément très compliqué de déporter ça, mais si vous avez beaucoup d'utilisateurs qui sollicitent beaucoup le modèle, ça risque de ralentir votre application principale. Donc, sur quelle machine fonctionnait LM Studio pour la démo? Je viens de vous le dire, c'est un MacBook Pro M1 Pro qui date de il y a, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. 16 Go de RAM, voilà, un truc tout bête aujourd'hui, quoi. Après, LM Studio, c'est très bien pour les développements, pour les tests. Ce n'est pas forcément un outil avec lequel aller en production si vous avez un gros usage. Là, il faut aller chercher des moteurs, des serveurs d'inférence un peu plus dédiés. Euh, voilà, donc beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut comme serveur pour le modèle d'IA, donc puissance EOS? Ça va dépendre de vos usages. Idéalement, quelque chose avec une bonne carte graphique, beaucoup de RAM. Voilà, essentiellement. Beaucoup de RAM et une bonne carte graphique. Ça, vous trouvez ça, vous demandez à ChatGPT selon votre besoin, votre modèle, et il vous répondra ce qu'il faut. Ça va beaucoup dépendre de la taille du modèle. Là, j'utilise dans la seconde démo, un modèle en 4 milliards de paramètres, mais vous pouvez monter à 8, 16, 20 et beaucoup plus. Plus votre modèle est gros, plus il va solliciter la carte graphique et la RAM. Donc, pas en dessous de 16 Go de RAM, ça c'est sûr. Rien que pour la partie développement, il vous faut beaucoup plus pour la partie pour aller en prod, mais ça va dépendre beaucoup de la quantité d'utilisateurs qui solliciteront le modèle. Après, sinon, vous pouvez aller dans le cloud avec OpenAI, avec d'autres acteurs, et là, vous en lavez les mains.
Mais encore faut-il que vous ayez confiance au sujet des données que vous partagez avec ces acteurs-là. Et maintenant, passons à notre prochaine démo avec Damien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, les utilisateurs finaux s'attendent à une connectivité sans faille. Qu'ils se déplacent dans les bureaux, qu'ils passent du Wi-Fi à un réseau mobile ou qu'ils sortent simplement leur ordinateur du mode veille et détestent avoir leur application se figer ou perdre la connexion. Et en tant que développeur ou éditeur de logiciels, vous vous devez d'offrir cette expérience fluide sans avoir à reconstruire toute votre architecture. C'est exactement pour cette raison-là que KD21 introduit le protocole réseau Quick pour vos applications client-serveur. Dans la démo qui va suivre, nous allons vous montrer comment le protocole Quick, hein, qui est moderne, basé sur UDP, comment il va gérer nativement les situations telles que les connexions réseau dégradées ou les changements de réseau. Le plus grand avantage, pour vous développeurs, le passage à cette technologie prête pour la production se fait sans le moindre effort. Un simple clic dans les paramètres de votre projet et c'est activé. Et pour vos utilisateurs finaux, c'est la garantie d'une application hautement résiliente, réactive, disponible, qui fonctionne tout simplement où qu'ils aillent. Voilà, laissons place à la démo. Dans cette démo, je vais vous montrer comment le protocole Quick va rendre vos applications client-serveur beaucoup plus résilientes. Nous avons ici 3 applications 4D serveurs identiques utilisant le même jeu de données. Seule la couche réseau employée diffère. Pour rappel, le choix de la couche réseau utilisée se fait simplement dans les paramètres de l'application. Côté utilisateur final, nous avons 3 applications 4D clients connectées au 4D serveur, utilisant donc chacun un protocole réseau différent. Legacy, ServerNet et Quick. Les actions sur les applications sont synchronisées, de façon à avoir le moins d'impact sur les résultats affichés. Chaque application récupère de façon régulière 5 entités personnes aléatoires. Je lance la récupération d'informations via mon réseau local, dans les conditions optimales. On affiche en bas la durée moyenne de ces requêtes. On ne voit pas de différence notable dans ces conditions, et la perception humaine des performances n'est pas impactée par le protocole dans le cadre d'une utilisation normale de l'application. Maintenant, je vais dégrader les performances de mon réseau local. Je vais générer 5% de paquets réseau en erreur et une latence de 5 millisecondes. Je relance la récupération des informations. Au bout de quelques secondes, on constate déjà que la couche réseau Quick récupère plus rapidement les informations depuis le 4D serveur. Dégradons encore un peu plus les performances du réseau local. Je génère maintenant 10% de paquets en erreur et une latence de 10 millisecondes. Là encore, on constate assez rapidement que les temps de réponse sont meilleurs avec la couche réseau Quick. Dernier test avec une connexion réseau vraiment très dégradée, 20% de paquets réseau en erreur et une latence de 20 millisecondes. La durée de récupération des informations est toujours bien meilleure avec la couche réseau Quick. Et on observe d'ailleurs que l'application Quick a rafraîchi beaucoup plus souvent ces informations. L'utilisateur perçoit alors une utilisabilité bien meilleure. Voilà pour ce qui est de l'impact des performances réseau sur la perception de réactivité de vos applications. Nous allons maintenant constater un autre cas de résilience accrue de la couche réseau Quick. Il s'agit des situations de mobilité. Mon ordinateur est équipé de 2 interfaces réseau, une filaire et une Wi-Fi. Que leur ordinateur portable passe d'une connexion filaire au Wi-Fi, ou bien que leur connexion mobile fasse changer le système d'interface réseau, les utilisateurs finaux veulent aujourd'hui avoir une haute disponibilité de leur application client. J'augmente la fréquence de récupération d'informations pour mieux percevoir les changements d'interface réseau du système. Je démarre la récupération des informations par les applications clients.
Ça va très vite pour chacune d'elles. Maintenant, je vais désactiver mon interface réseau filaire pour simuler une déconnexion du câble. On constate que l'application Quick continue de récupérer des informations. Le lien entre l'application 4D client et son 4D serveur est maintenu malgré le changement d'interface réseau par le système. C'est certes plus lent en raison des moins bonnes performances de l'interface Wi-Fi, mais elle ne reste pas figée comme les deux autres applications. Ces dernières ont vu leur lien TCP rompu, elles ne peuvent plus réagir. Ici, j'ai légèrement coupé la vidéo pour vous montrer qu'au bout d'une minute, des messages d'erreur réseau s'affichent, alors que l'application utilisant Quick continue de fonctionner. Je réactive maintenant mon interface réseau filaire. L'application Quick continue de fonctionner et redevient plus rapide. On le voit clairement. Oh! On dirait que ça redevient un peu plus lent. Que se passe-t-il? Ah, c'est normal. Je viens d'avoir une coupure du réseau filaire. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je constate, c'est que mon application est restée disponible et utilisable durant tous ces changements d'interface réseau et donc d'adresse IP. C'est la magie de Quick. Alors, merci Damien pour cette belle démo. Et on va vous partager un autre sondage, si vous pouvez prendre quelques secondes encore une fois, et nous partager avec nous votre avis. En même temps, pendant que les gens répondent à cette question sur Quick, je vais répondre à la toute dernière question qu'on a reçue sur l'IA. Donc, une personne demande quelle est la relation entre les réponses, enfin, l'utilisation d'un modèle d'IA et une carte graphique. En fait, c'est tout bête, c'est que les calculs qui sont effectués par ces modèles, ils sont très proches des calculs qu'effectue une carte graphique. C'est pour ça que vous voyez l'action de NVIDIA qui a beaucoup monté ces dernières années. Donc, merci pour Quick, Ouais. merci pour les équipes. Ils leur ont passé le message. Pour Quick, par contre, il faut être en mode projet. Oui, il faut être en mode projet pour avoir Quick, effectivement. C'est une bonne occasion de passer au mode projet. Pour Quick, quel port UDP faut-il ouvrir? Il faut ouvrir le même que le TCP, celui qui est paramétré 19813 par défaut, mais celui qui est paramétré. Peut-on avoir plusieurs interfaces réseau en fonction des clients? Non, c'est votre serveur qui utilise le protocole. Donc, le protocole choisi, que ce soit Quick ou ServerNet, sera utilisé par tous les clients. Vous pouvez pas choisir certains clients en Quick et d'autres en ServerNet. Et Quick en web, un peu plus de précision sur la question. Quick n'a que des avantages selon la démo. A-t-il des inconvénients? Non, je pense qu'il faut dire que non. Je pense pas. Il y a, L'inconvénient que vous pouvez avoir, c'est effectivement au niveau de l'UDP où il faut ouvrir de l'UDP pour que ce soit accessible. C'est de plus en plus fréquent parce que sur les firewalls ou autres, si l'UDP n'est pas ouvert, on est fermé à HTTP 3. Euh, donc, l'UDP est un protocole d'avenir, donc et Quick tout particulièrement est assez récent. C'est un protocole qui a une douzaine d'années, donc ça va s'étendre, je pense. Donc oui, la question problème avec certains VPN, il est possible que si le VPN bloque certains flux UDP, ça vous pose problème, mais en général, c'est paramétrable dans le VPN. et en cas de souci de ce genre, n'hésitez pas à partager vos expériences sur le forum. On a Tout déjà à eu fait. quelques cas Tout à fait, oui. problématiques. Ouais. Et il a pu y avoir des soucis au niveau des MTU, par exemple, mais ça a été résolu très récemment. Mm. Alors, continuons avec notre prochaine démo avec Mourad.
Bonjour tout le monde. Chaque jour, nous utilisons tous des dizaines d'applications mobiles et web. Et il est tout à fait naturel que nous attendions désormais de même fluidité et de la même qualité d'expérience dans tous les outils que nous utilisons. Pour vous, développeurs 4D, la question a toujours été la suivante. Comment intégrer une interface moderne et haut de gamme de vos applications desktop fiables et éprouvées, sans prendre le risque et tout reconstruire à partir de zéro? C'est précisément ce que 4D Codely Pro, donc 4D V21, vous permet aujourd'hui. Il ne s'agit pas de choisir entre desktop ou web, mais d'enregistrer votre solution existante. Dans cette démo, nous allons nous concentrer sur une expérience hybride. Nous verrons comment une application desktop 4D peut désormais intégrer de manière transparente et des modules web modernes et des composants d'interface riches directement dans ces formulaires existants. Pour vous, en tant que développeur ou éditeur de solutions 4D, le bénéfice est clair. Évoluer sans prendre de risques. Vous n'avez pas besoin de réécrire votre logique métier pour offrir une mise au niveau visuel fonctionnel majeur. Pour vos utilisateurs finaux, le résultat est une expérience nettement plus riche, une application qui reste aussi rapide et fiable qu'auparavant, mais qui adopte désormais l'apparence et le ressenti d'un outil moderne et premium. Passons en démo. Ici, nous avons une interface simple de gestion de contacts. À gauche, une liste de contacts. Lorsque je sélectionne un contact, la partie droite affiche un formulaire avec ces informations, ce qui me permet de modifier des champs comme le nom, l'email ou le téléphone. Du point de vue d'utilisateur final, c'est simplement une application desktop 4D. C'est rapide, réactif et le comportement est exactement celui d'un formulaire 4D traditionnel. Il n'y a aucune différence visible et c'est volontaire. Maintenant, voyons ce qui se passe dessus. Le formulaire affiché à droite est en réalité une page Codely rendue dans une web area. Nous sommes donc face à une application hybride. Les données et la logique métier restent en 4D, mais la couche interface est propulsée par 4D Codely Pro. Vous, les développeurs, vous n'avez pas besoin de réécrire votre application. Vous conservez votre structure existante, vos tables, vos méthodes, votre architecture. Vous améliorez simplement la couche interface. Je vais vous montrer rapidement comment fonctionne la communication. Lorsque je sélectionne un contact dans la liste, vous voyez que nous appelons WI Execute JavaScript Function. Nous passons l'identifiant de contact sélectionné à la page Codely afin qu'il sache quelle entité est affichée. Regardons maintenant l'événement en load de formulaire. Ici, nous appelons WI setContext en passant une classe utilitaire. Cette classe expose deux méthodes, SaveContact et DeleteContact. Ainsi, la page web ne gère pas directement la persistance, elle appelle des méthodes 4D clairement définies. Vous, les développeurs, restez maîtres de votre architecture. La couche web ne la contourne pas, elle collabore avec elle. Passons maintenant à Codely Studio. Ici, nous voyons la définition de l'interface du formulaire de contact. La mise en page, les composants et les bindings sont conçus visuellement. Les champs sont directement connectés à Codely Source Contact. Je sélectionne le bouton Save. Dans la configuration d'événement en clic, vous voyez qu'elle appelle la méthode SaveContact depuis le contexte. Même chose pour le bouton Delete. Dans on clic, elle appelle DeleteContact. Le flux est donc très clair. La page Codely gère l'interface, les interactions utilisateurs déclenchent des méthodes de contexte, 4D exécute la logique. Revenons maintenant à l'application en cours d'exécution. Lorsque je sélectionne un contact, 4D envoie le contexte. La page Codely se met à jour instantanément. Si je modifie les données et je clique sur Save, l'appel retourne vers 4D via la classe de contexte. Le contact est enregistré et tout reste synchronisé. Vous pouvez moderniser un formulaire à la fois. Vous faites évoluer votre application progressivement tout en conservant la stabilité et la performance sur laquelle vos clients comptent. Pour conclure, 4D Codely Pro vous permet de combiner la robustness de 4D avec la flexibilité des technologies web modernes. Vous gardez le contrôle de votre architecture, vos utilisateurs bénéficient d'une expérience moderne et fluide, et de leur point de vue, cela reste simplement une application 4D rapide et fiable. C'est toute la puissance d'une approche hybride. Merci Mourad. Et on va continuer avec notre prochain démo avec Marie-Sophie. Je vais donc vous parler des événements Horda.
Donc aujourd'hui, vos applications 4D sont partout. Elles sont sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le mobile, avec un accès web permanent. Malgré cette diversité, l'expérience que vous offrez à vos utilisateurs doit, elle, rester constante et irréprochable. La sécurité et la fiabilité sont donc les deux piliers dont vous avez la charge. Et votre défi, c'est de concevoir une logique métier centrale, capable de piloter toutes ces technologies simultanément. 4D21 répond précisément à cet enjeu avec la simplicité de mise en œuvre qui nous tient à cœur depuis toujours. Désormais, les événements Orda s'intègrent directement dans vos classes avec le reste de votre logique métier. Vous n'avez plus besoin de disperser votre code partout où il doit être exécuté. Tout est centralisé. Ces événements garantissent que vos utilisateurs n'accéderont qu'aux données qui les concernent et ils accompagnent la donnée à chaque étape de sa vie, depuis sa création en mémoire jusqu'à son enregistrement définitif. Donc le bénéfice est énorme. Vous avez une seule implémentation qui est déclenchée automatiquement par 4D quand il le faut, et cela quel que soit le mode d'accès à vos données. Donc pour vous, c'est la fin du code dupliqué, de la maintenance laborieuse. Vous allez déployer une sécurité robuste et une intégrité de données totale. Donc bienvenue dans la logique événementielle Orda, où vos données ne sont plus de simples informations, mais des données intelligentes. Et passons tout de suite à la démo. La démo que je vais vous montrer a été réalisée avec 4D Codely Pro, mais bien entendu, les events Orda peuvent être implémentés dans une application client-serveur classique ou une application monoposte. La démo est une application de création de produits par des utilisateurs qui doivent s'authentifier. Donc je vous montre ça tout de suite. Je fais une preview de l'application. Anne, l'utilisateur, s'authentifie ici dans cette application. Dans le header en haut, on a plusieurs informations sur l'utilisateur qui est connecté. On a l'adresse email de l'administrateur parce que quand on va créer un produit, s'il y a un problème technique durant la création du produit, on va envoyer automatiquement un mail à cet administrateur. Cette commerciale Anne a des objectifs de rentabilité et ne peut pas saisir des produits dont le margin serait inférieur à 10%. Le margin, c'est la différence entre le prix de revient et le prix de vente. Et enfin, quand on crée un produit, un manuel utilisateur est généré et stocké sur disque, et pour cet utilisateur Anne, ce sera dans le répertoire /doc for Anne. Ces informations dans le header sont dans la session. Avant de commencer, on voit que Anne ne voit que les produits qu'elle a elle-même créés. Ceci est réalisé grâce à un premier event, qui est l'événement restrict, qui permet de filtrer les données à chaque fois qu'on construit une entity sélection. Donc ici, on filtre les données par rapport à l'utilisateur qui est connecté et stocké dans la session. Et c'est grâce à cet event qu'on retourne à chaque utilisateur uniquement les produits qu'il a lui-même créés. Si je vais dans le source de cette page Products dans Codely Studio, la liste des produits s'appuie sur la Codely Source Products. Et pour cette Codely Source, on lui a indiqué la valeur initiale all, c'est-à-dire tous les produits. Donc vous voyez que côté front, on ne se préoccupe pas du tout de l'utilisateur qui est connecté. Le filtre, il est déclenché automatiquement sur le serveur quand on requête la data class products. Donc je vais créer un produit. Et vous voyez que le produit arrive déjà avec des valeurs initiales. Donc c'est également réalisé grâce à un événement qui est le constructeur. Donc je vais appeler ce produit P1 et vous voyez que le nom du fichier guidelines a été immédiatement et automatiquement mis à jour sur changement du nom du produit. Donc ça, c'est réalisé grâce à l'événement touched qui s'appuie sur le répertoire /docs4Anne qui est stocké dans la session ainsi que sur le nom du produit. Donc je peux saisir des guidelines pour ce produit et on voit que dans ce cas je suis en train de saisir un produit qui ne réalise que 1% de margin, ce qui va être insuffisant par rapport aux 10% requis. Donc quand je sauve,
je peux adresser un message à l'utilisateur qui lui indique que ce margin est trop bas. Et c'est un événement qui peut permettre de gérer ceci, donc c'est l'événement validate. Il contrôle le margin du produit par rapport au margin requis qui est stocké dans la session. Et c'est optimisé. À ce niveau-ci, on n'est pas encore rentré dans l'action de save elle-même, c'est un contrôle de validité des données avant de faire le save. Donc je modifie le prix de vente pour atteindre 20% de margin. Et comme on est dans une démo, j'ai cette checkbox pour simuler un problème technique lors du stockage sur disque du fichier guidelines. Donc quand je sauve, j'ai un message d'erreur donc qui avertit l'utilisateur qu'il n'y a pas assez de place sur le disque pour stocker ce fichier. Donc c'est réalisé grâce à un événement qui est l'événement saving, qui vous permet en cas de problème dans l'action de save elle-même de renvoyer une erreur. Et l'événement saving, couplé à l'événement after save, vous permet de garantir l'intégrité des données. En cas d'erreur, vous voyez que le nom du fichier guidelines et le statut donc, ont été mis à jour pour être en phase avec cette erreur. J'ai resetté mon nom de fichier guidelines et mis le statut du produit à missing guidelines file. Et j'ai également envoyer un mail à l'administrateur pour l'avertir qu'il y a eu un problème technique. Dans la boîte mail de l'administrateur, donc j'ai reçu un message. Donc comme vous l'avez vu, les événements Orda sont implémentés donc dans des classes Orda, la classe d'entity ou la data class. Je ne vous ai montré que la partie safe, mais sachez qu'il y a également la même logique et les mêmes événements pour toute la partie drop. Donc cette logique événementielle n'était pas possible précédemment avec 4D20, du moins de façon aussi souple et automatique. Par rapport au trigger, elle vous apporte beaucoup d'avantages car il n'y a pas de lock massif sur la table. On peut avoir plusieurs events de saving, dropping en parallèle, bien sûr sur des records différents. Cette logique est beaucoup plus modulaire, la granularité est beaucoup plus fine. Vous avez vu qu'on a des événements validates qui sont faits en amont, donc avant de rentrer dans l'action de persistance elle-même, pour faire des contrôles de cohérence des données. Et ensuite, on a les événements qui sont directement intégrés à la couche de persistance et qui ont été pensés pour garantir l'intégrité des données. Les événements sont implémentés avec le reste de votre logique métier dans les classes Orda. Et ils peuvent être utiles si, par exemple, on utilise des données, vous persistez des données dans des systèmes tiers. Les événements vous permettent également un filtrage contextuel au niveau des données. Vous avez vu que l'utilisateur dans cette démo ne voit que ses produits. Donc ce filtre se fait au niveau du moteur 4D, quelle que soit la façon d'accéder aux données. Et le couplage de cet événement restrict avec les rôles et privilèges vous apporte alors une sécurité maximum. Avec 4D21, vous avez maintenant une vraie logique événementielle. Par définition, elle est implémentée une seule fois, à un seul endroit, et elle est déclenchée automatiquement par le moteur 4D au moment où c'est approprié. Donc ce n'est plus à vous de réaliser cette implémentation partout où c'est nécessaire. Et la cohérence dans la gestion de vos données est donc ainsi garantie avec 4D21. Merci Marie-Sophie. Alors, une question sur les licences. Donc, dans l'exemple que Mourad vous a montré, il n'y a pas de consommation additionnelle de licence. En fait, la licence, elle sera partagée, ce sera la même licence utilisée pour l'accès client-serveur et pour l'accès colis. On a toute une série de blog posts sur ce sujet-là que vous pourrez aller relire. Donc, il n'y a pas davantage de licence qui est consommée. Après, Mourad est en train de répondre sur la partie de la question Codely hybride. Donc, est-ce que le sous-formulaire web qui est exécuté via Codely dans le formulaire de desktop, est-ce qu'il peut être réutilisé tel quel pour être affiché sur un navigateur web classique? Alors, c'est un peu la suite. Oui, ça va être réutilisable quasiment complètement, mais vas-y Mourad. Oui, seulement pour utiliser les fonctions 4D, vous pouvez faire interagir avec les fonctions en tant que reste et non pas le contexte. Le contexte, ça marche seulement au sein de Web Area. Ouais. Donc, il y aura peut-être une petite adaptation à faire, mais c'est peut-être aussi quelque chose que nous, par une feature request, on pourra, je pense,
euh, légèrement améliorer cette partie-là. Vous allez pouvoir utiliser 99% de votre formulaire. Il faudra peut-être, si vous voulez vraiment au même moment l'utiliser à la fois intégré dans un formulaire desktop et en tant que formulaire web autonome, il faudra peut-être le dupliquer. Ou Ouais, alors il y a une petite astuce que j'ai pas encore vue. ouais. Et pour la dernière question, ben oui, bien sûr, ben vous avez toutes les événements que vous voulez, mais vous pouvez aussi sauvegarder à la table. Donc, chaque composant, elle expose plusieurs événements. Vous pouvez avoir le on-click, vous pouvez aussi avoir le on-change, le on-key-up pour les inputs et vous pouvez sauvegarder les données euh, directement sans passer par un save. Oui, la question ACT, je le rappelle parce que ils ont pas, tout le monde n'a pas forcément la question sous les yeux. Euh, Ouais. c'est Est-ce que, que, ouais, vas-y. ouais. Est-ce que c'est possible de faire des interfaces web sans bouton save de manière moderne? Je saisis et j'enregistre directement. Comme j'ai dit, donc toutes les composants Kotlin, elles exposent, bon, elles ont plusieurs événements configurables que vous pouvez les ajouter, les configurer indépendamment et tu peux ajouter un événement en save, en key-up. Très bien. Ça, c'était sur Codely. En plus, Marie-Sophie, la démo était également avec Codely. Alors, on a une question sur les événements Horda. Je te laisse y répondre, Marie-Sophie. Alors, question Event Order versus Trigger, des différences de performance à prévoir ou pas. Comme je disais là dans la démo, il y a effectivement plus de performance avec les Event Order vu qu'il n'y a pas de lock Mm. massif sur les tables, donc c'est beaucoup plus la granularité est beaucoup plus fine. Après, je ne sais pas si c'était exactement ça le sens de la question. Je pense que c'est ça. Après, Ouais, peut-être que la personne cherche à savoir s'il a beaucoup de traitements dans ses triggers et ouais. qu'il reproduit les mêmes dans ses événements Horda. Est-ce que les performances sont restées acceptables ou pas? Voilà. Nous, on pense que là, il n'y a pas de raison que les performances soient bonnes. Alors, les events aussi peuvent cohabiter avec les triggers. Mm. Simplement, le trigger sera exécuté après l'événement horde. Mm. Oui. Continuons avec la démo présentée par Fabrice. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vos utilisateurs attendent des applications capables d'évoluer rapidement. Pour ça, quoi de mieux que l'architecture modulaire? Avec 4D21, nous avons beaucoup travaillé sur la simplification du développement avec des composants. La gestion des dépendances devient fluide. Plus besoin de quitter votre projet, que ce soit pour ajouter un nouveau composant, le mettre à jour ou même le débugger. Pour vous, c'est une productivité décuplée et un confort de code inégalé, sans aucune rupture de flux. Et pour vos utilisateurs, c'est l'assurance de bénéficier de nouvelles fonctionnalités livrées bien plus rapidement. Voyons ça en images. Je suis ici dans un projet et je souhaite afficher les informations météo dans mon dashboard. J'ai déjà développé un composant qui gère la météo et je souhaite l'utiliser pour ce projet. Je dois donc l'ajouter. Pour ça, je vais ouvrir l'interface dépendance de projet. Je clique sur le bouton plus qui ouvre la fenêtre d'ajout de composants. J'ai le choix d'ajouter des composants locaux ou des composants venant de GitHub. Comme mon composant est disponible localement, je le sélectionne simplement, puis je l'ajoute au projet hôte. Il ne reste plus qu'à redémarrer le projet. Et voilà, on voit maintenant que le composant Wither fait bien partie du projet. Allons vérifier dans l'Explorer s'il est bien présent. On voit qu'il est bien là, avec les deux classes qu'il compose. C'est là qu'intervient la deuxième nouveauté importante. Comme le composant est installé avec ses sources, je peux accéder directement à son code source et les modifier, ce qui facilite grandement le débugage. Par exemple, si j'exécute mon formulaire dashboard, on voit qu'il y a un bug.
En traçant l'exécution, on voit que réponse n'existe pas pour l'objet Wizard. Avant 4D21, j'aurais dû ouvrir le composant séparément dans 4D pour corriger le problème. Désormais, ce n'est plus nécessaire, je peux intervenir directement depuis le projet hôte. Allons voir le code du composant. Effectivement, ici, on peut voir que l'attribut ne porte pas le bon nom. Je supprime le S et je reteste. Je relance mon dashboard et là, on voit que ça marche correctement, la météo est bien affichée. Je n'ai pas eu besoin de quitter mon projet hôte ni d'interrompre mon flux de travail, et bien sûr, il ne s'agit pas seulement de modifier du code existant, on peut également ajouter ou supprimer des méthodes, des classes, faire évoluer le composant en profondeur, toujours depuis le projet principal. Maintenant que mon code est corrigé, il faut partager cette correction avec mon équipe ou mes clients. Si vous utilisez GitHub, c'est extrêmement simple. Il suffit de committer la modification, puis de créer une nouvelle release. Par exemple ici, je fais mon commit avec GitHub Desktop. Et ensuite, je vais créer un nouveau tag pour cette version. Allons voir dans GitHub ce qui se passe. Ici, j'ai un script qui s'est mis automatiquement en route, qui utilise le projet build 4D action, qui s'est lancé automatiquement à l'ajout du nouveau tag. Et il est en train de générer automatiquement ma nouvelle release. Voilà, ma nouvelle release est prête, la 0.1.5. Je vais maintenant ouvrir un projet qui utilise ce composant que je viens de corriger. Il suffit d'aller dans l'interface dépendance du projet et de vérifier s'il y a des mises à jour. Il a bien détecté mon update. Lors du restart, le nouveau package va être récupéré et installé. La distribution devient donc tout aussi fluide que le développement. Pour résumer, avec 4D21, la gestion des composants devient plus simple, plus rapide et surtout plus intégrée. La nouvelle interface dépendance du projet facilite l'ajout et la mise à jour des composants. L'évolution de l'explorateur permet de les modifier directement depuis le projet hôte sans rupture dans le flux de travail. Et l'intégration avec GitHub assure une distribution propre et efficace des mises à jour. Au final, on crée, on corrige et on teste plus efficacement. La productivité des équipes augmente et l'utilisateur final bénéficie ainsi plus rapidement d'une application 4D de meilleure qualité. Merci Fabrice. Merci bien. Et puis, c'est pas fini sur les composants, on va continuer d'améliorer le sujet. Alors, juste pour gagner un petit peu du temps, on va enchaîner directement avec la prochaine démo qui sera présentée par Majda. Et malheureusement, Majda, qui est la Product Owner en charge de cette démo-là, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui en direct. Donc, j'ai le plaisir de poser le contexte avant de regarder sa démonstration enregistrée. Donc, avant tout ça, laissez-moi vous poser une petite question. Si la facturation électronique devenait obligatoire pour vos clients dès le prochain trimestre, est-ce que votre application serait-elle prête dès le premier jour? Car lorsque la réglementation change, vos clients n'appellent pas d'abord leur avocat, mais plutôt ils vous appellent. Si leurs factures ne sont pas conformes, ils ne peuvent pas facturer correctement. Et s'ils ne peuvent pas facturer correctement, les paiements sont retardés automatiquement. Donc, la trésorerie ralentit et soudain, ce qui semblait être un simple sujet administratif devient un véritable risque pour l'activité. C'est là que 4D21 LTS change la donne. Au lieu de traiter la conformité comme une contrainte externe, vous les intégrez directement dans votre application. Vous conservez votre projet existant, vous gardez votre logique métier et vous offrez à vos clients un système prêt lorsque le marché évolue. Cela signifie moins de corrections de dernière minute, moins de correctifs en urgence
et davantage de confiance lorsque les réglementations évoluent. Voyons maintenant comment cela fonctionne en pratique avec Majda. Dans cette démo, on va vous montrer comment générer des factures électroniques dans un projet existant en utilisant CAD Pro. Puisque plusieurs d'entre vous ont déjà des projets établis qui gèrent les factures électroniques, on a décidé nous aussi d'utiliser un de nos projets existants dans cette démo. Et on lui a juste apporté quelques modifications. Tout d'abord, on a ajouté ce bouton-là qui va ouvrir ce formulaire projet qui contient la zone Write Pro qui va afficher notre facture électronique. Donc, allons-y, exécutons notre forme et voyons ce qui va se passer. Dans cette zone Write Pro qui est vide pour l'instant, on va vous montrer étape par étape comment construire votre facture électronique. Tout d'abord, on va importer un template de facture qu'on a trouvé en ligne. Et comme vous pouvez voir, comme n'importe quel outil de traitement de texte, insérer de l'information dans un document CAD Write Pro est assez simple et assez direct. Là, je suis en train d'insérer des informations de l'entreprise. Et là, je suis en train d'insérer les formules. Et comme vous pouvez constater, les formules sont automatiquement calculées dès qu'on les insère. Et maintenant, on va modifier le tableau. On a beaucoup plus d'informations à représenter que ce qui est offert par le template. En fait, on a supprimé les lignes parce qu'ils seront rajoutés dynamiquement après selon le nombre de lignes de la facture. Et là, on est en train d'ajuster les styles. On a aussi besoin de plus de détails pour les totaux, donc on va ajouter plus de lignes dans le tableau pour ça. Et là, on est juste en train de tout embellir en changeant les largeurs, les bordures, juste pour vous montrer que, en plus du contenu, vous pouvez aussi rendre votre document plus joli en le manipulant directement. Revenons un peu vers l'autre formulaire. On va ajouter du code qui va ajouter une data source à notre tableau. Dans notre cas, le data source, c'est les invoice lines ou les lignes de facture. Et maintenant, on va réexécuter le formulaire et on va ensuite exécuter le code qu'on a juste ajouté. Et si on change au mode formule, vous allez voir que notre data source a bien été ajoutée à notre tableau. Et là, on est en train de changer le nombre d'entêtes de table à 1. Et là, je suis en train d'insérer les formules de chaque item dans notre data source des lignes de facture. Et n'oublions pas d'ajouter les formules pour chaque total. Calculons tout ça et voilà, notre template est fini. Ce qu'on va faire ensuite, c'est exporter ce template vers un fichier pour qu'on puisse le charger automatiquement avec le formulaire après. Revenons encore une fois vers l'autre formulaire et supprimons ce bouton temporaire, on n'en a plus besoin. Et dans la méthode onload, on va ajouter le code qui va importer notre template qu'on vient juste de créer. On va finalement entamer la dernière partie de notre process qui consiste à exporter notre beau document CAD Write Pro en une facture électronique PDF A3. Comme vous le savez probablement déjà, il n'y a pas de facture électronique sans XML. Donc, on va devoir le construire d'abord pour pouvoir l'attacher au PDF après. Là, on est en train d'ajouter les données qui vont être utilisées pour construire l'XML, comme les informations sur le vendeur, l'acheteur et les lignes de facture. Puis, on va passer cette information à notre méthode buildXML, qui va à son tour retourner un XML texte. Cet XML texte va lui-même être passé à notre dernière méthode export to PDF A3. On a repris la méthode buildXML à l'un de nos projets disponibles sur notre GitHub. On l'a juste ajusté un petit peu selon nos besoins et pour qu'elle soit compatible avec notre structure. En fait, il est important de savoir que cette méthode va changer selon le modèle de facture X que vous choisissez et selon votre structure. Maintenant, allons voir l'autre méthode export to PDF A3. Comme vous pouvez voir ici, son code est assez simple. On utilise juste la commande WP Export Document avec l'objet option. Dans cet objet option, on spécifie la version de facture X ainsi que les détails du fichier XML.
Par exemple, on spécifie que le contenu XML est bien le XML texte qu'on a obtenu tout à l'heure de la méthode buildXML. Ok, maintenant on peut voir tout le process, comment tout fonctionne de A à Z. Voici notre liste de factures. Et cliquons une facture et parfait. Le template est chargé et les formules sont calculées automatiquement en même temps. Et cliquons une autre facture et ces données sont bien chargées correctement aussi. Et cliquons le bouton pour exporter et voyons voir si on peut trouver le fichier qu'on a généré. Et voilà, une facture PDF A3 avec un XML embêté dedans. Dans cet exemple, on a utilisé le modèle basique de FactureX. Juste un petit rappel, il faut faire attention et être sûr que l'XML est bien valide. Il y a plein d'outils qui font ça et qui génèrent des rapports détaillés avec les erreurs s'il y en a. On est arrivé à la fin de notre démo. En conclusion, dans le cadre des 21 LTS, la facturation électronique ne se limite pas au respect de la réglementation. Elle permet aussi d'intégrer la conformité directement au cœur de vos applications 4D, afin de proposer des solutions de gestion prêtes pour cette exigence devenue indispensable. Merci, Majda. Beaucoup de questions dans le tuyau. On va commencer peut-être par reprendre les deux questions sur les composants. Donc voilà, Fabrice, je ne sais pas si tu peux les prendre. Il y en a une personne qui nous indique que apparemment les mises à jour de composants parfois seraient un peu longues à venir. Il faut pas mal insister, mais je pense qu'il y a une histoire de token, quelque chose comme ça. Oui, en fait, pour ça, ouais, il y a plusieurs trucs. Déjà, l'update automatique, aujourd'hui, il se fait au bout de 10 minutes. Voilà, donc ça, normalement, on a raccourci le temps il y a pas longtemps. Mhm. Voilà, là-dessus, parce que c'était trop long, effectivement. Mais surtout, il peut y avoir un problème de token, parce qu'en fait, si vous n'avez pas mis de token, on a un nombre limité de requêtes qu'on peut faire à l'API. Du coup, si vous avez beaucoup de composants et que ça dépasse le nombre de requêtes qu'on peut faire, on est obligé de faire les mises à jour sur plusieurs jours. Donc forcément, c'est plus instantané, quoi. Surtout si enfin, le composant que vous voulez mettre à jour, il fait partie de la fin de la liste et que vous êtes et qu'on est en train de vérifier le début, etc., quoi. Mhm. Donc ça peut y avoir plusieurs facteurs. N'hésitez pas à aller sur le forum pour détailler un petit peu votre cas de figure, hein, si vous pensez vraiment que voilà, qu'il y a un problème et que on peut y jeter un coup d'œil et voir si c'est un problème de token ou si c'est autre chose, quoi. Je pense que la deuxième question sur les pushes de mise à jour prévues ou possibles, ça doit un peu être lié, mais bon, de la même Bah, pour manière, l'instant, les push, on n'en a pas trop parlé parce qu'on est ouais, surtout sur la récupération pour le moment, ouais. de choses qui existent. Ça viendra peut-être dans un deuxième temps, à voir avec Mathieu. Ça, En fait, c'est surtout, demandez-le. Nous, on est ravis que le sujet vous intéresse. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas un sujet sur lequel on avait vu énormément de discussions, hein, sur le forum. Donc là, on est ravis de voir comment dire, que ça a un certain écho chez vous. Donc, n'hésitez pas à nous suggérer des améliorations. On a encore une longue roadmap sur ce sujet-là. Mais si vous voulez, s'il y a un point qui est particulièrement important pour vous, le fait de nous en parler peut faire qu'on le passe devant les autres. Voilà pour les questions sur les composants. Alors malheureusement, Majda n'est pas avec nous pour répondre aux questions sur 4D Write Pro et la facture PDF. Alors on va essayer de le faire à sa place. Je pense aider sur certaines. Voilà, et puis Vanessa va pouvoir nous aider. J'allais faire appel à un J'ai ami. anticipé. J'allais faire appel à un ami, voilà. Merci. Donc, première question, est-ce que Factoric, c'est devenu natif? C'est devenu natif depuis, je ne sais pas, un an ou 2 ans en 20R quelque chose. Après, après, la subtilité, le natif, c'est en passant par Carderail Pro. Pas comme En certains, pour passant l'instant, par demandent que Caldera ce Pro, soit partout. Voilà. bien sûr. Pour l'instant, la génération de PDF-A est uniquement depuis de générer un document Carderail Pro au format PDF-A. Et ensuite, l'attachement, ce n'est pas forcément un PDF qui est généré par Kaderaï Pro. C'est après la partie qu'on peut attacher du XML à n'importe quel PDF. Ça, c'est que vous pouvez avoir généré vous-même autrement.
Hein, allez, on va jouer aux questions-réponses. Donc, je vais te poser la question, Vanessa. Comment cela se passe-t-il lorsque la facture comporte plusieurs pages? Est-ce que l'entête est reprise sur les pages suivantes? Alors, dans la démo de Majda tout à l'heure, oui, on a vu qu'on n'a qu'une seule page. Alors, l'entête, si vous parlez du nom, adresse, eh bien, c'est un document Drive Pro, c'est comme un document Word. Donc, dans ce cas, vous pouvez mettre dans un en-tête de document et ce sera répété. Si vous parlez au niveau du tableau, on a les en-têtes répétées des tableaux. Dans ce cas-là, il va être répété. Et vous avez également des fonctions pour faire les sous-totaux et les totaux qui sont de rajouter des lignes qui sont les carry over row qui vous permettront d'avoir des sous-totaux par page et simplement la ligne de total sera sur la dernière page. Voilà. Donc, On peut répéter tout ce qu'on veut. voilà. Eh bien, merci. Où trouver la méthode underscore buildXML? Alors, je pense que vous la retrouverez dans le projet qu'on partagera suite à ce webinaire déjà. Et si vous voulez rapidement, je pense que je crois que Majda s'est inspiré, a repris Oui. le code d'un Outwide De Roland de l'époque. qui est sorti, je crois, en VR2, VR3. Vous pouvez chercher au niveau de Factory, où il y avait déjà la construction du fameux fichier XML et son attachement. Voilà, vous pouvez retrouver sur notre blog, vous cherchez Facturix ou facture électronique, vous retrouverez les posts, les articles de blog et les démos attachés. Alors, Donc, est-on obligé de passer par CAD Pro? Oui, pour faire ce qu'on vient de vous montrer, oui, il faut passer par CAD Pro. Euh, la génération du PDFA n'est que par iPro. La voilà. construction du XML, c'est pas dépendant de CAD Pro. Et ensuite, la possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'insérer un XML dans un PDF, ce n'est pas non plus lié à CAD Pro. Ce qui est limité, c'est la génération du PDFA. Voilà. Donc, Euh, Est-ce que c'est valable uniquement pour la 21, tout ça? Alors, c'est valable à partir de... alors, la seule version, pardon, LTS de 4D 21. qui supporte ça, c'est bien sûr la 21. Si vous voulez du support pendant X années sur ce sujet, il vous faut la 21. Et moi, c'est ce que je vous recommande. Après, sinon, c'est disponible depuis une 20R 3, 2, je ne sais plus exactement laquelle. Mais ça, ce sont des versions qui ne sont plus Alors, supportées. la création du fichier XML n'est pas dépendant. Vous pouvez le faire Oui. avant si vous voulez. L'insertion du XML dans un PDF, c'est basé sur un plugin. Donc, vous pouvez le récupérer et l'insérer dans une autre base. Par contre, pas la génération du PDF. Là, la partie sur le token, c'est une queue de comète de la question précédente, mais il n'y a plus de questions. Donc, pas de souci. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous sur le forum. Vraiment, c'est un sujet qui vous intéresse, mais qui nous intéresse aussi, hein, la partie composant. Et on va terminer la dernière question. Est-ce que la génération du PDF par Write Pro peut être automatisée à 100%? La réponse est oui, bien sûr. Oui, puisque le KDE Pro, c'est un objet. Donc, vous n'êtes pas obligé en plus de l'assigner à une zone RAI Pro. Donc, vous pouvez même le faire en batch complet sans avoir d'affichage à l'écran. Muy bien. On a deux autres questions dans le chat. Voilà, mon Dieu. Enfin, mon Oui, Dieu. qui vient de Ed et Michael. Michel. Alors, oui, attention, ne posez pas vos questions dans le chat, hein, mettez-les dans la section Q&A parce que dans le chat, là, si on n'avait pas Basma, je ne les aurais pas vus. Avez-vous des exemples pour transmettre, donc j'imagine, les factures Facturix avec les API en lien avec les PA ex-PDP? Alors, j'ai vu des kilomètres de discussion sur le forum là-dessus. Moi, là, je n'ai pas d'exemple particulier sur ça. Et quelqu'un qui dit qu'il aimerait se passer de Cadre Pro pour générer ses factures, ben, nous, c'est ce qu'on propose. Donc, si vous voulez vous en passer, faut que vous le fassiez vous-même. C'est une balance à trouver. Faut-il un PDFA obligatoirement pour la facturation électronique? Oui, À ma connaissance de la norme, oui, hein. Voilà. oui. PDF A2 ou A3, je ne sais plus. Enfin, il y a plusieurs versions. Voilà, voilà. Ouais. Ouais. Mais oui, à ma connaissance, c'est obligatoire. Voilà, bon, bah, cette démo aura généré pas mal de questions et ça n'est pas terminé. Donc, on va passer à la suite. On passe à la suite avec Vanessa. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler des nouveautés de KD21 qui améliorent très concrètement votre manière de développer.
Plus de productivité, un code plus naturel et mieux organisé, et donc facile à lire et à maintenir, et surtout moins d'erreurs dès l'écriture. 4D21 effectue désormais beaucoup plus de vérifications pour vous, avant même de compiler ou de lancer l'application, ce qui n'était pas possible avant avec 4D20. Les problèmes sont détectés beaucoup plus tôt, directement pendant l'écriture du code. Et forcément, moins de temps passé à corriger signifie plus de temps pour développer ce qui apporte réellement de la valeur. Livrer plus rapidement des fonctionnalités utiles et des applications plus fiables pour vos utilisateurs. Regardons ces fonctionnalités en détail. Le projet présenté ici est volontairement extrêmement simple. Une data class, un formulaire liste, un formulaire détail. Chaque formulaire dispose de sa propre classe. Ouvrons le formulaire liste. Dans la liste des propriétés, vous voyez que le formulaire est associé à sa classe. Voici la classe avec ses différentes propriétés et fonctions. Dès ce moment-là, plusieurs bénéfices apparaissent. L'autocomplétion, qui vous fait gagner du temps, une meilleure lisibilité du code et surtout la détection d'erreurs pendant l'écriture. Par exemple ici, lors de l'association d'une data source à une listbox, je fais volontairement une erreur, je valide et hop, un warning apparaît. Plus besoin de lancer l'application ou de compiler le code pour voir une erreur, elle apparaît immédiatement. Dans le code du formulaire, je bénéficie également de l'autocomplétion avec la commande form. Fini les fautes de frappe. Exécutons le projet. Regardons ce contact. Si je change le type, les champs affichés changent automatiquement. Dans les applications, il est courant d'afficher des champs différents en fonction d'une option ou d'un contexte. Allons voir le code. Le formulaire est associé à la classe Contact Detail Form. Le pop-up appelle la fonction createDynamicField. On duplique et on positionne les objets. La différence, c'est que avant, on affectait la source de données en passant par des pointeurs. Maintenant, avec ObjectSetDataSource Formula, on associe directement une formule comme data source, ce qui simplifie et clarifie notre code. Et voilà le vrai bénéfice. Dans la fonction onSave, le code présenté n'a rien de spécifique au formulaire. Il s'agit de code ORDA standard. Auparavant, la duplication dynamique obligeait à manipuler des pointeurs. Désormais, le passage par des formules permet d'écrire du code exactement comme ailleurs dans l'application. La dernière nouveauté présentée est plus subtile, mais tout aussi importante. Il s'agit de la possibilité de déclarer et d'initialiser une variable ou une propriété sur une seule ligne. Ce détail peut sembler anodin, mais dans un projet réel, répété des dizaines ou des centaines de fois, il améliore sensiblement la lisibilité du code et réduit sa verbosité. Comme par exemple ici, dans cette méthode. Voilà pour cette démo. Aucune feature visible n'a été ajoutée à l'écran. L'objectif était d'observer le code et la manière dont il s'écrit aujourd'hui avec 4D21. Ce sont des évolutions très concrètes qui ont un impact direct sur le travail quotidien du développeur. Moins de code à écrire, moins d'erreurs, plus de confort et surtout plus de temps pour se concentrer sur le service rendu à vos clients, comme développer des fonctionnalités utiles, maintenir des applications plus stables et réduire les bugs. Merci Vanessa et passons à vos questions. Tu as de jolies questions. Alors, on va prendre la première avec une demande pour avoir un LLM pour 4D avec génération de code directement dans l'éditeur de code de 4D et l'auto-complétion partout dans les formulaires Listbox. Alors, ça, c'est une belle demande. Discutez-en sur le forum. Aujourd'hui, nous, on vous propose une extension VS Code qui vous permet d'avoir déjà énormément de ce que vous demandez dans VS Code. Alors, pas encore
d'édition de formulaire ou de listbox, hein, ou de paramétrage, mais en tout cas tout le reste. Donc, mais parlons-en sur le forum. Ouais. Une personne nous demande pour désactiver les nouveaux warnings pour les propriétés non déclarées, le 550.26. À mon sens, il est possible de le désactiver. On a une fonctionnalité pour ça, pour désactiver les warnings qui ne vous plaisent pas. Donc, il y avait les fameux codes avant, moins warning, plus warning, mais maintenant vous avez, dans les dernières R qui sont sorties, vous allez dans les paramètres de votre base, dans l'onglet compiler, et vous avez maintenant le tableau de tous les warnings, et donc vous pouvez décocher ce warning-là, et normalement il ne sera plus affiché. Quelqu'un nous fait remarquer qu'il est triste de voir que le codage en français disparaît de plus en plus. Oui, je suis attristé aussi. Euh, mais bon, déjà avec les classes Horda, ça a déjà beaucoup disparu, ou en tout cas beaucoup amoindri. Et oui, je ne vous le cache pas que ça aura tendance petit à petit à disparaître. C'est difficile de maintenir ces deux formes d'écriture de code. Très difficile. Notamment à l'heure des LLM aussi aujourd'hui. Voilà, on va passer, je pense, à la partie bonus avec une invitée surprise. Le meilleur pour la fin. Non, je plaisante. Voilà. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler, moi, des singletons. En fait, les singletons dans le 4D peuvent répondre à plusieurs cas d'usage. Ils peuvent servir à centraliser des services, structurer des utilitaires, gérer des workflows ou encore contrôler l'état général d'une application. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un cas d'usage parmi les nombreuses manières d'utiliser les singletons. Je vais donc vous montrer un exemple très concret et très pratique qui est l'utilisation d'un singleton comme gestionnaire de cache de données. Les exemples sont volontairement simples, mais l'impact architectural sur le code, lui, est réel. La démonstration s'appuie sur une application de gestion de maison de santé que nous utilisons en interne, donc je ne pourrai malheureusement pas vous donner l'intégralité des sources de cette application, mais j'ai néanmoins préparé un petit projet qui reprend les formulaires et les classes que je vais vous montrer dans cette démo pour que vous puissiez consulter le code et éventuellement vous en inspirer pour vos propres applications. Eh bien, allons-y. Voyons maintenant comment cela fonctionne concrètement, les singletons dans 4D, avec un cas d'usage. On va commencer par un exemple très simple, mais qu'on retrouve dans quasiment toutes les applications métiers. Ici, j'ai une table personne, avec bien évidemment le nom, le prénom, et un champ que j'ai appelé title code. C'est un code de civilité, par exemple 1, 2 ou 3 pour monsieur, madame, mademoiselle. Historiquement, dans 4D, on pouvait bien sûr gérer ça avec des énumérations dans la toolbox, mais c'était essentiellement pour des éléments d'interface. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser une classe qui va centraliser ces listes de valeurs et la logique qui est associée. Dans mon projet, j'ai une classe que j'ai appelée Cache Manager. Alors, HWMH, c'est le nom de mon application, mais c'est la classe Cache Manager. Alors, c'est une classe singleton shared, le mot-clé shared, partagé, qui veut dire que je n'aurai qu'une seule instance partagée de ce cache pour l'application, pour la session utilisateur, au lieu d'avoir des variables interprocess ou de charger les données à plusieurs endroits. Un singleton, c'est un type de classe utilisateur, mais un petit peu particulier puisqu'on n'aura qu'une instance par process ou pour tous les process de mon application, si j'ai mis le mot-clé shared, mais on aura aussi une seule instance pour tous les process du serveur. Pour les civilités, donc j'ai choisi de stocker dans une collection une propriété du singleton, titles, avec donc mes valeurs, monsieur, madame, mademoiselle. L'index de la collection correspond directement au code qu'on va stocker en base de données. Ça va nous permettre d'alléger les données si je ne stocke que des entiers. Maintenant, côté interface, si je vais sur ma liste de patients, vous voyez à gauche que j'affiche bien évidemment le titre en toutes lettres pour l'utilisateur. Pour ce faire, j'ai en fait dans ma classe Person Entity un attribut calculé qui s'appelle Title, qui va aller chercher en fait dans ma collection de civilité celle qui correspond
au code que j'ai enregistré en base de données. Donc vous voyez que l'attribut calculé, il est quand même très très simple. Donc cette écriture qui est vraiment spécifique au singleton, là je le vois tout de suite que je fais appel à un singleton puisqu'on l'appelle avec .mi et après les fonctions membres ou les propriétés de la classe. L'avantage aussi des singletons, c'est que vous voyez ici, j'ai pas besoin d'instancier le singleton à chaque fois que je l'ai utilisé. Si je ne l'ai jamais utilisé au cours de mon application, l'instanciation va se faire toute seule, automatiquement. Et donc c'est pour ça que dans mon singleton, j'ai mis ici directement dans le constructeur ma liste de civilités dans ma collection titles. Et donc le singleton ne sera appelé qu'une seule fois, peu importe l'endroit où je vais utiliser mon singleton, je n'ai pas besoin de l'instancier expressément. À partir du moment où je l'appelle une première fois, si l'instance n'existe pas, alors le constructeur sera appelé. Ça, c'est une très très grande force aussi des singletons et ça change vraiment la donne et la manière dont on va développer dans 4D. Pour permettre à l'utilisateur de choisir la civilité du patient, quand je rentre en focus dans mon champ de saisie civilité, je vais afficher ici mon pop-up menu. Et ce pop-up menu, si je regarde dans mon cache manager, une fonction membre qui permet d'afficher ce pop-up menu et de renvoyer le résultat choisi par l'utilisateur. Je renvoie ici en fait le code de la civilité choisie par l'utilisateur et c'est ce que je vais stocker en base de données. Autre exemple, ici j'ai un petit assistant qui va me permettre de créer un nouveau rendez-vous. Et je peux choisir ici le type de consultation souhaité par le patient. De la diététique, de la physiothérapie, de la sophrologie, etc. Ça, c'est une liste de valeurs qui n'a pas vocation à changer tous les 4 matins. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre dans le cache. De la même manière, donc dans le même singleton, je vais avoir ici donc une propriété, une collection des types de consultations, sauf que au lieu de l'instancier dans le constructeur, donc dès l'instanciation de mon objet Cache Manager, je vais plutôt utiliser une fonction membre qui va me permettre de charger le cache quand j'en ai besoin. Et pour charger le contenu de cette collection, si la collection n'est pas définie, je vais appeler la data class consultation kind, type de consultation, la fonction cache load va me permettre d'aller chercher sur le serveur à ce moment-là les données dont j'ai besoin et de les charger dans une collection déjà pré-triées. Ce qui veut dire que non seulement mes données, je ne vais les charger qu'au moment où j'en ai besoin, ce qui va limiter déjà les échanges avec le serveur, mais en plus, le chargement des données depuis la base de données va s'effectuer depuis le serveur et je ne vais récupérer que les attributs dont j'ai besoin. Si je regarde ma table consultation kind, ici, vous voyez que j'ai le nom, la description et éventuellement une petite icône. Là, dans mon cas, je n'ai besoin que de la clé primaire et du nom. Et en plus, cette collection, je vais pouvoir la trier côté serveur et la renvoyer en fait à mon client. Donc là, j'utilise un mot-clé local, mais là, je n'utilise pas le mot-clé local. Ça veut dire que cette fonction-là sera exécutée côté serveur. Je vais m'arrêter là dans le temps qui m'est imparti pour cette démonstration. Donc dans ces 2 exemples, j'ai volontairement pris des cas très simples, une liste de civilités et un catalogue de types de rendez-vous, mais derrière l'idée est toujours la même. On remplace des variables interprocess, qui sont dépréciées depuis 4D 19R5, par un singleton partagé qui est dédié au cache. Donc ça me permet à la fois d'éviter d'abuser du storage. La plupart du temps, la première idée qui nous vient quand on pense à remplacer les variables interprocess, c'est de tout charger dans le storage, sauf que l'accès au storage a un coût. Et en plus, je vais pouvoir avoir des fonctions membres dédiées à la logique métier pour les données qui sont dans ce storage. Donc je vais pouvoir centraliser à la fois la donnée et la logique qui va avec, et je vais pouvoir préparer le terrain, bien sûr, pour une architecture plus préemptive, plus performante et plus maintenable. Ici, c'est un simple cache de civilité de type de rendez-vous, mais dans une application réelle, on va pouvoir appliquer exactement le même pattern à beaucoup d'autres listes de références et à d'autres caches métiers. Voilà comment 4D 21 permet de moderniser la gestion des données partagées dans vos applications, avec ce premier cas d'usage que nous venons de voir. En remplaçant les variables interprocess dépréciées par les singletons partagés, vous préparez votre code à l'exécution préemptive. Vous centralisez vos constantes métiers, vous encapsulez la logique associée, vous améliorez la lisibilité et la maintenabilité du code. Et à terme, cela se traduit par des applications plus évolutives et plus performantes pour vos utilisateurs.
Voilà, il y aura tellement à dire sur les singletons que Ouf, j'ai pris qu'un seul exemple, mais qui était assez parlant, assez j'arrivais plus intéressant. à, j'arrivais plus à reprendre ma respiration. Pourquoi? Bon, très bien. Il y a une question. On arrive au bout. On a encore quelques slides. On a une question. Je sais pas si c'est Où est la directement. non-sélection dans le pop-up menu? On a 4 items effectivement dans la collection et dans le pop-up menu, on n'a que 3 choix proposés. Le premier qui était un item vide, en fait, n'est pas proposé au moment du pop-up euh, dynamique. Donc effectivement, Mm. c'est la dynamic pop-up menu qui fait que la première ligne vide n'apparaît pas. Mais du coup, comme on peut ne pas sélectionner, cliquer à côté du pop-up menu, ça prend en compte le choix zéro. Donc, D'accord. ouais, Mm. ça aussi, bon, vous verrez dans le code de la démo si vous voulez regarder ça un petit peu. Et dis donc, Bérangère, à quand un Learn 4D sur les Eh singletons? ben, Learn 4D sur les singletons, justement, on a une formation qui est en préparation. Alors, ça demande énormément de temps à tourner les vidéos et tout ça, mais oui, on a déjà une formation qui est prête sur les singletons, qui est hyper complète avec différents justement cas d'usage. Donc, j'espère très sincèrement euh, qu'on va pouvoir la sortir bientôt. Pour des données régulièrement utilisées dans les formulaires, le local storage peut rester pertinent. Alors, style droit d'accès du salarié, etc. Alors, le storage, moi, j'ai toujours un peu tendance à essayer de l'éviter au maximum. Alors, justement, on parlait de l'AN 4D juste avant. J'ai fait une formation sur comment remplacer les variables interprocess. Et le storage, c'est ce que je dis dans cette formation-là, je vais pareil, l'enregistrer très bientôt. Le storage, c'est vraiment la dernière solution à adopter. Bien sûr qu'on peut l'utiliser, le storage, mais on a tellement de possibilités avant d'arriver jusqu'à l'utilisation du storage, et notamment les singletons. C'est un gros game changer, quoi. Vraiment, vraiment un truc qui a changé ma vie, moi, sur la manière de coder dans le 4D. Donc, le storage, en fait, comme c'est enfin, ouais, je peux faire une formation sur le storage maintenant, mais comme c'est un objet qui est géré par le système et on a des locks à chaque fois, d'y accéder tout le temps, à terme, sur les performances, voilà, ça peut provoquer des problèmes de performance. Surtout les droits d'accès du salarié, c'est pareil, c'est une donnée qui ne va pas changer en fait toutes les heures. Donc, pourquoi pas utiliser un singleton carrément pour ça, quoi. Même partager euh, pour que en plus vous puissiez dans le singleton avoir des, des fonctions membres pour travailler avec ces droits d'accès. Et sachant qu'en 21, on a aussi, pour tout ce qui est droit d'accès, j'y pense, on prépare avec Marie-Sophie un, Oui, il y a l'objet un session en événement plus, sur ouais. les Mm. sessions. Voilà, donc je vous recommande d'aller regarder les sessions. Les sessions, c'est pas que pour le web, vous en avez aussi maintenant client-serveur, que vous le vouliez ou non, hein. Autant pour le web, on les active ou pas, mais côté client-serveur, que vous le vouliez ou non, vous avez des sessions. Ça peut être un très bon endroit aussi Mm. pour avoir vos droits utilisateurs. Ah Ouais, on bah vous carrément, prépare oui. quelque chose là-dessus. Alors, Quel exemple nécessitant passer par le storage plutôt qu'un singleton? Ben, moi, en vrai, j'en ai plus. J'ai plus d'exemples, mais peut-être que j'ai pas mm, une expérience assez poussée. Donc oui, c'est ça, le zéro était vide, donc effectivement, ça, c'est le... mm, ce que tu as commenté tout à l'heure. Ouais, donc vous regarderez le code de la démo pour ça. Mm. Les singletons sont-ils uniquement accessibles en mode projet? Et oui. Et oui, ce sont des classes, donc oui. Ouais. Et encore une très très bonne raison de passer en mode projet. Je pense que si vous deviez prioriser un travail sur vos applications cette année, c'est le passage au mode projet. Mm. Maintenant, il y a tellement, tellement de nouveautés qui sont exclusives au mode projet parce qu'on ne peut pas maintenir indéfiniment enfin, déjà, on ne peut pas développer des nouvelles features en mode binaire et en mode projet. Donc, le choix a été fait de les implémenter qu'en mode projet. Et ouais, si vous passez pas au mode projet, vous passez vraiment à côté d'énormes de révolutions, quoi, dans 4D. Tout ce qu'on vous montre
enfin pas tout ce qu'on montre, mais beaucoup de choses Beaucoup de choses. qu'on Ouais. montre depuis plusieurs années. L'ID de décès, alors j'arrive plus à suivre la question. Ouais, Vous regarderez le code et je vous pense me que contacterez directement si jamais voilà, vous... Voilà. vous reprendrez cette discussion Ouais, tout à fait. personnelle entre vous deux. Dernière Il y a le question. storage côté client et storage côté serveur, tout Mhm. à fait. Si on veut des données du storage serveur sur tous les quêtes des clients, est-ce qu'il faut passer par un blob ou d'autres manières? D'autres manières. Voilà, j'irai la réponse là comme ça. Moi, je ferai un exécuté sur client pour éventuellement pousser les données sur tous les clients connectés. Euh, et à l'inverse, si vous voulez synchroniser des données des clients vers le serveur, effectivement, une méthode exécutée sur serveur ou une classe, une data class, comme je l'ai fait là par exemple pour le. Oui. Voilà. Oui, ou une méthode exécutée sur serveur. Mm. Ok, on va avancer. On est un peu en retard et il nous reste quelques petites Oui. slides. Je vais demander à Basma de reprendre la main. Donc, avec ces quelques petites slides, on va vous montrer ce qu'on vous avez vu, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant n'est qu'une partie de l'ensemble. Puisqu'on n'a pas le temps pour tout vous afficher, 4D21 LTS inclut plus de 100 nouvelles fonctionnalités, couvrant l'IA, la connectivité, le web, la sécurité, l'architecture et la productivité des développeurs. Ce que nous vous avons présenté aujourd'hui, ce sont les points forts, les fonctionnalités qui ont un impact immédiat. Derrière elles, il y a beaucoup plus de profondeur. Chacune de ces capacités supplémentaires vous offre de nouvelles possibilités pour faire évoluer vos applications, répondre à de nouveaux besoins et renforcer votre positionnement commercial. Cela signifie plus de problèmes que vous pouvez résoudre, plus de valeur à délivrer et plus de raisons pour vos clients de continuer à investir dans vos solutions. Lorsque nous parlons de 4D21 LTS, il ne s'agit pas d'une amélioration incrémentale, il s'agit d'élargir ce que vous pouvez proposer au marché avec confiance. C'est ça la vision d'ensemble derrière cette version-là. Aussi, nous vous avons montré ce que 4D21 LTS rend possible. Maintenant, imaginez construire avec lui aux côtés de l'IA à chaque étape. Et je laisse, si tu veux, Mathieu, de donner plus de détails sur le webinaire. Non, j'activais juste ma caméra comme ça. Ah, ok, parce que t'es le presenter et Oui, oui, oui. C'est de ce webinaire-là. Et je pense que dans ce prochain webinaire, tu vas avoir la chance pour créer une application 4D live complète avec nos clients. Tu vas utiliser l'IA pour générer le catalogue, les méthodes, les formulaires et des interfaces modernes. voilà. Également, tu vas mettre en place un workflow alimenté par l'IA qui transforme automatiquement des emails en tâches. Voilà. En fait, c'est exactement la démo que vous avez vue en tout début de webinaire. On va la refaire ensemble. Alors, c'est pas exactement du direct, hein, c'est enregistré dans les conditions du direct parce qu'il fallait que ça tienne dans l'heure. Mais vous verrez exactement comment ça se passe depuis la création d'un projet vierge jusqu'à l'application finale, base de données, interface, algorithme. Voilà. Si vous êtes curieux, venez, venez voir comment on peut développer une appli sans la développer. Rejoignez-nous et réservez la date, surtout ça. Et permettez-moi de vous laisser avec une autre réflexion stratégique. Les fonctionnalités font évoluer votre produit. Par contre, l'apprentissage vous fait évoluer vous. Avec Learn 4D, notre nouvelle plateforme, nous avons créé un espace dédié pour vous aider à rester aligné avec l'évolution de la plateforme, adapter plus rapidement les bonnes pratiques et structurer votre progression dans le temps. La plateforme est multilingue, structurée, régulièrement mise à jour et pensée pour s'intégrer dans votre routine réelle de développeur. Avant de conclure, un dernier rappel. Tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant est détaillé sur le blog 4D.
avec des guides techniques, des nouveautés et des retours concrets de l'équipe. Alors, pour aller plus loin et rester aligné avec les bonnes pratiques, rendez-vous sur le blog 4D. Et c'est sur ces mots-là, nous arrivons à la fin du webinaire aujourd'hui et merci d'avoir été parmi nous. Et merci. Voilà. Merci. Et si vous avez des questions, bien sûr, si des questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à contacter votre représentant 4D ou à Oui. poursuivre la discussion sur le forum 4D. On va faire juste, on a 2-3 petites dernières questions, on va y répondre juste là, mais bon, s'il y en a qui doivent s'en aller, on comprend. Allez, vous pouvez nous quitter. Une question sur pour l'IA, faut-il passer en mode projet? La réponse est oui. Que ce soit pour utiliser AIKit ou que ce soit pour générer, faire du vibe coding avec 4D, vous avez besoin d'être en mode projet, il n'y aura jamais d'IA en mode binaire. Y a-t-il une différence entre passer en mode projet depuis la 20 ou la 21? Je ne sais pas. Pour moi, la différence, c'est que c'est encore mieux en 21 qu'en 20. Mais je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Euh, pour les sessions sur le vibe coding, elles sont, oui, pour le moment, toutes les deux en anglais. On fera peut-être un sous-titrage si le temps le permet. On fera peut-être un sous-titrage français. Mais pour le moment, elles sont uniquement en anglais. Demandez-la nous en français si vraiment vous en avez besoin. Mais vous verrez, c'est assez simple à suivre, même si c'est en anglais. Et résultat des sondages, on va voir si on peut effectivement les partager. Là, on n'a malheureusement pas le temps. On vous remercie tous et puis merci à toute l'équipe d'avoir participé, d'avoir organisé et fait et enregistré toutes ces démos. C'était super. Merci à vous tous. Merci et excellente journée. Excellente journée.